Bonjour tout le monde. Euh, on va débuter. Peut-être que d'autres personnes arriveront progressivement. Euh, donc je m'appelle Cédric Gravouille et la petite histoire que j'ai racontée ce matin, c'est qu'il y a une trentaine d'années, je passais mon bac à Angoulême et en ce jour de résultat du bac, voilà. Et depuis, j'avais jamais remis les pieds à Angoulême. J'ai migré plus au sud, vers Toulouse, et donc je suis vraiment très content d'être parmi vous, voilà, sur une terre qui est certes numérique, mais aussi responsable. Et on va partager 1 heure ensemble. L'idée, c'est que je vous fasse part des connaissances ou des compétences sur le sujet du moment, et puis qu'on se garde un temps d'échange sur la fin pour les questions-réponses. Et n'hésitez pas aussi à m'interrompre. Voilà, si jamais il y a quelque chose qui vous plaît pas du tout, s'il y a quelque chose que vous remettez en cause ou une question existentielle, ben vous levez la main et je me ferai une joie d'y répondre. Euh, pour me présenter très brièvement, donc moi j'ai fait des études d'informatique au siècle dernier. Pendant presque 20 ans, même 25 ans maintenant, je travaille dans le service numérique. Donc j'étais fournisseur de numérique à majoritairement des grands groupes. Quand on est à Toulouse, on fait plutôt voler des avions ou des fusées et tout ça. On n'a pas trop de bateaux pour ça de naval. Et puis depuis 8 ans, j'ai donné un peu plus de sens à ma carrière en intégrant ce qu'on appelle le numérique responsable. Pendant 5 ans autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du numérique, dans le métier du numérique, et depuis 3 ans autour des impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Euh, je travaille pour une structure qui s'appelle Inforin Factory, qui est assez, on se veut innovant. Moi, je suis pas salarié, j'ai pas de contrat. On s'est tapé dans la main et on essaye d'inventer un modèle. Alors, ça marche très bien dans le monde de la PME. Ceux qui travaillent dans des grands groupes, ça marche pas, c'est évident. Mais on a vocation à travailler différemment. On travaille pas pour des clients, on travaille pour une cause, le numérique responsable. Donc, moi, je suis là pour partager avec vous tout ça. Un engagement fort sur l'éducation, c'était le sujet du jour. L'éducation, alors il y a la jeunesse, là, mais pas que. Comment on partage tout ça, comment on fait évoluer. Et on a des démarches plutôt out of the box. On a plutôt tendance à partager le business plutôt qu'à se le garder pour nous. On a plutôt tendance à être intégratif. Voilà, donc on a des modes de fonctionnement qui sont un peu différents de ce que j'ai pu connaître dans ma carrière et ça fait vraiment du bien. On en a discuté à midi. Voilà, je suis plutôt relax, bien plus qu'il y a quelques années. On fait de la formation, du diagnostic, du conseil, etc., etc. Je ne suis pas là pour vous vendre ça. Le programme, il est très chargé. J'ai beaucoup de slides. Maintenant, on accélérera sur certaines parties. Je me suis imprégné de vos sujets depuis ce matin. Je suis arrivé à la deuxième table ronde, je crois. Donc, il y a peut-être des parties que je vais un peu zapper. C'est un peu technique et je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt pour vous. Cependant, le support il était prêt vendredi, donc on ne va pas le modifier. On va voir bon, le numérique, vous savez tout ce que c'est, puis c'est le sujet du jour. Hein, c'est la formation immersive, donc ça passe forcément par du numérique. On va voir dans un premier temps la face cachée du numérique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé de data depuis ce matin, vous avez parlé de tout ça. Ben ouais, mais la data, elle est certes dans le cloud, mais le cloud, au bout du bout du bout, il est dans un data center et peut-être qu'on a rasé un champ pour construire le data center. On verra si vous êtes dans le monde de l'entreprise ou même dans le monde public, on a une responsabilité collective. On va parler de RSE ou de RSO, puisque le numérique responsable va s'intégrer dans cette démarche-là. On va pas faire que le constat, on va aussi voir quels sont les leviers. C'est pas le tout de vous dire que tout va mal et voilà. Peut-être qu'à la fin de la première partie, vous allez quitter la salle en disant c'est la fin du monde. Bon, restez jusqu'à la fin, on va aborder l'espace solution. Et une conclusion, ou plutôt, ben, moi j'espère qu'on aura de l'interaction, vous aurez des questions. Je saurai répondre ou pas. On est dans un domaine qui est en perpétuelle évolution, on est sur de la R&D perpétuelle, et la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Dans le contenu, à aucun moment je suis donneur de leçons, ou je ne vais pas vous juger, même dans les questions que vous allez poser. Cependant, et c'est pour ça que la plupart, enfin même toutes les slides que je vais vous partager sont sourcées. C'est-à-dire qu'on dit d'où vient l'information. Moi, je ne suis pas expert du GIEC ou autre, mais n'empêche, c'est les gens que je vais citer. Et c'est important que, voilà, c'est pas Cédric Gravouille qui s'est réveillé ce matin en inventant des choses. Si le programme vous va, ben, je vous propose d'avancer. Avec cette première partie, la face cachée de la révolution numérique. Donc la révolution numérique, pas la peine de revenir dessus, on en a collé partout, dont dans la formation, et on en a toujours plus. C'est ça qu'on va aborder maintenant.
Les usages, on a été capable de multiplier par 5 les objets connectés entre 2010 et 2025, par 50, pardon. Les impacts environnementaux des télés, des objets connectés étaient multipliés par 5. Quand on parle d'impact environnementaux, on va voir derrière comment on le décline. Donc on est dans une frénésie du numérique, parce que oui, c'est parfois utile, mais pas que. Parce que c'est de moins en moins cher, donc on a tendance à consommer de plus en plus, et puis parce qu'on est dans une société où on nous a appris à consommer, et on est des gentils élèves, on consomme beaucoup. Euh, donc je l'ai dit, voilà, la source c'est greenIT.fr, donc il y a deux courants de pensée en France. On est plutôt un pays innovant sur le sujet, sur le numérique responsable, il faut le dire, on est en avance sur le reste du monde. Donc il y a greenIT.fr qui est porté par Frédéric Bordage, et on a l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui est porté par Vincent Courboulet, qui va être le régional de l'étape, puisqu'il est à l'Université de La Rochelle, enseignant-chercheur, et qu'il est le directeur scientifique de l'INR. Moi, je suis plutôt connecté INR, où j'apporte mon soutien en tant que bénévole au moins une fois par semaine. Donc l'explosion des usages, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler. Vous avez forcément dans vos poches au moins un mobile, chose que vous n'aviez pas il y a 25 ans, ou alors vous aviez une mallette en tant que directeur d'entreprise. Et il y en a partout, dans votre voiture, dans votre maison, partout, partout, partout. La data, alors depuis ce matin j'entends parler de data, il faut tout collecter, il faut qu'on soit sûr qu'on ait bien tout filmé, il faut être sûr que pour la suite on est bien, voilà, ok. Cependant la data, ben, elle aussi, hein, elle a tendance à être stockée de plus en plus. Vous voyez la courbe, hein, le problème c'est pas ce qui se passe en 2010, c'est la tendance, elle est exponentielle. On est sur seulement 10% de données nouvelles. On a tendance aussi à la dupliquer. Parce que comme on veut avoir accès rapidement à la data, si elle est stockée aux États-Unis, ben, j'ai tendance à la dupliquer en France, et puis voire même à Angoulême, parce que comme ça, quand j'accède sur Internet, ça va beaucoup plus vite. Quelle que soit la raison pour laquelle j'ai besoin de cette donnée. Peut-être que je suis en train d'opérer et j'ai besoin d'une donnée vitale, mais peut-être que j'ai juste besoin d'une information, et si j'ai 3 minutes après, c'est pas grave. Sauf que l'immédiateté fait qu'on a besoin de la data constamment et de manière immédiate. On a des data centers qui ont poussé partout. En France, on est assez préservé, mais non. On est en train de détruire des immeubles haussmanniens à Paris pour y mettre des data centers, parce que ça rapporte plus que d'y mettre des locataires ou des propriétaires. Donc tout ça, c'est derrière les façades, hein, ça ne se voit pas. Et puis on a l'Irlande. Aujourd'hui, c'est 27% d'électricité consommée. Puis ben, si on laisse faire ce qui est en train d'être fait en Irlande, c'est 70% de l'électricité irlandaise qui sera utilisée pour les data centers. Ce qui peut provoquer des problèmes, puisque potentiellement, eux n'auront pas d'électricité pour leurs propres besoins. Mais c'est le même pays où on est en train d'abattre 200 000 vaches, parce qu'on estime que le méthane produit est plutôt trop important. Donc la donnée, c'est vraiment le cœur du système, c'est le nouvel or noir, hein. Tout le monde s'arrache la donnée. Les Google, les Amazon, tout cela. Ce qui les intéresse, c'est la donnée. La donnée, la donnée, la donnée. Ils la récoltent aujourd'hui sans savoir ce qu'ils vont faire avec demain. Du business, de manière certaine. C'est le cas pour un exemple que je donne assez régulièrement, la location de trottinettes aux États-Unis. Alors en France, on est protégé, on a parlé de RGPD tout à l'heure, on est quand même dans l'ensemble assez protégé, si tant est qu'on clique sur les bons boutons. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les sociétés qui louent de la trottinette aux États-Unis font ça de manière totalement déficitaire, en ville, hein, je parle. Pourquoi? Parce qu'ils s'en fichent, eux, ils veulent juste récolter de la donnée. Une fois que vous avez donné votre carte d'identité, votre carte bleue, votre adresse, et qu'on vous trace constamment avec un GPS, on sait dire où est-ce que vous faites vos courses, si vous êtes votre religion, parce que suivant où est-ce que vous allez à l'église ou à la mosquée ou autre, ben on sait. Voilà. Et derrière, on peut vous envoyer de l'information qui va vous aider à consommer. Donc la donnée, la donnée, la donnée, on en a beaucoup parlé. Alors ce flux de données, il est monstrueux, n'empêche que 60% c'est de la vidéo en ligne. Voilà. Donc dans tout le flux de données mondial, 60% c'est de la vidéo en ligne. Et ça, c'est 300 millions de tonnes de CO2 par an. Donc,
Tout ça, ça commence à vous parler un peu, puisque voilà, autant il y a 2-3 ans, quand on disait ça, personne ne comprenait ce que c'était que le CO2, des tonnes de CO2. Je dis personne, j'exagère, mais depuis 3 ans que dans la région on se tape des incendies, dans les Landes ou autres, on commence à comprendre qu'il y a un changement climatique, on abordera ça après. Autre vidéo, donc ça veut dire que la donnée c'est uniquement 20% en dehors de la vidéo. Un Netflix, voilà, alors que j'ai moi aussi chez moi, hein, vous inquiétez pas. C'est là où je vous dis, faut pas être donneur de leçons, hein, c'est juste qu'on m'a mis un truc entre les mains, là, j'ai été pas plus fort que les autres, moi aussi j'utilise. Une source, Shift Project aussi, qui partage beaucoup d'infos. Alors cette donnée, ce flux de données, on va l'utiliser sur du matériel. Alors, ça finit sur un PC ou un Mac. Si on regarde la vie d'un PC, pour les plus anciens, dont je fais partie, dans les années 90, un PC, ça a duré 10 ans. Voilà. Ça valait, si on devait ramener ça au coût aujourd'hui, peut-être ça valait 7 000 ou 10 000 euros, un PC. Donc on avait tendance à y faire attention, à le protéger, et on le gardait 10 ans. En 2020, on le gardait 3 ans, et je pense que la tendance avait plutôt à diminuer. On prend, on jette, on prend, on jette, et on va voir les impacts que ça peut avoir. Donc cette vie du PC, c'est valable pour les smartphones, hein. On prend, on jette, on a ce qu'on appelle l'obsolescence, ça peut être logiciel, ça ne fonctionne plus, ça peut être technique, il y a un composant qui ne marche plus et j'ai pas le droit de le remplacer parce que tout est bloqué, et ça peut être psychologique parce que mon téléphone il est trop carré, trop rond, trop rouge, trop vert, et on me dit que en fait c'est pas bien d'avoir un truc comme ça, il vaudrait mieux qu'il y ait une petite pomme derrière et que ce soit un peu plus sympa. Et puis on a des obésiciels, du logiciel, on en a partout pour tout faire. On estime, on verra tout à l'heure, que 50% des fonctionnalités qu'on a à disposition ne servent à rien. Voilà, donc 50% de ce qu'on développe ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière, 50% de ce que j'ai vendu à mes clients, c'était pour du beurre, quoi. Et vous avez forcément en tête un pack office là, qui aujourd'hui fait la même chose qu'il y a 20 ans. Il fait du traitement de texte et de l'Excel où on fait des additions et des multiplications de manière assez élémentaire. Éventuellement, on fait du tableau croisé dynamique. Et vraiment, si on est fort, on fait des macros, mais c'est très rare. Voilà, donc, et le truc, il fait toujours la même chose depuis 30 ans, mais aujourd'hui, il est 115 fois plus gourmand en mémoire qu'il y a 30 ans. Tout ça parce que on nous a dit qu'il fallait consommer. Tout ça, on ne l'a pas demandé, n'empêche que ça se passe comme ça, et on ne le voit pas venir parce qu'on a tout un vocabulaire assez fallacieux. On nous parle de virtualisation, de zéro papier, de cloud. Donc on nous a emmenés vers un endroit où on ne voulait pas forcément aller, mais on y allait doucement mais sûrement. Voilà, c'est un petit peu de la manipulation. Et puis on a ce qu'on appelle l'effet rebond. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, Roland Garros est terminé, c'est pas le sujet. Non. Alors, l'effet rebond, on va donner un exemple clair, c'est la 5G. Aujourd'hui, pour notre quotidien, on n'a pas besoin de 5G. Voilà, pour téléphoner, on n'a pas besoin de 5G. Pour envoyer un email ou pour consulter un site internet de base, j'ai pas de 5G. Et on m'a expliqué que pour opérer à distance, j'avais besoin de 5G. Pour faire de la voiture connectée, j'ai besoin de 5G. Donc on nous a mis à disposition une technologie dont on n'avait pas besoin en tant que citoyen, hein, que le monde médical en ait besoin, ok, mais moi j'en ai pas besoin. On la met et puis on fait en sorte que je puisse plus m'en passer. Déjà, je débranche les antennes 4G. J'explique que la 5G consomme moins que la 4G, ok, mais n'empêche que j'ai produit 2 fois une antenne, donc le bilan il est catastrophique. Et puis on m'explique que je peux télécharger un épisode sur Netflix en traversant la rue. J'en ai pas besoin, mais finalement je le fais moi aussi. Où je suis dans le métro, alors à Angoulême il n'y en a pas, mais à Bordeaux non plus d'ailleurs. En Nouvelle-Aquitaine, je pense pas qu'il y ait de métro, mais si à Toulouse il y a un métro, voilà, je peux regarder mais on a des tramways, on a des bus, voilà, donc je peux tout faire en direct. J'en ai pas besoin. Et demain, si on me sort la 5G, il y a de grandes chances qu'on mette beaucoup de monde dans l'embarras. Donc là, l'effet rebond, c'est ça, c'est que je mets à disposition une technologie dont les personnes n'ont pas besoin. Et puis derrière, on y met du service vendu à grande échelle, de taille mondiale. Alors tout ça, voilà, donc vous avez bien compris, de plus en plus de données, on a collé du numérique, des objets connectés partout, mais en parallèle de tout ça, on vit sur la planète Terre, et elle a des limites. Alors on peut dire que c'est pas vrai, on peut dire que ça se réchauffe pas,
Bon, ça ne sera pas le débat du jour. On peut dire qu'elle est plate aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je ne m'engagerai pas sur ces conversations-là, sinon il faudra plus que la soirée. Voilà, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la planète. On a établi, alors je dis on, c'est plutôt des scientifiques, hein. Certes, moi je fais des études scientifiques, mais pas du tout à ce niveau-là. On a établi 9 limites, voilà, qui sont celles qui sont déclinées là. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, la perturbation des cycles bio-géochimiques de l'azote et du phosphore, changement d'utilisation des sols, le cycle de l'eau douce, l'acidification des océans, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et la pollution chimique, introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. On s'aperçoit que sur ces 9 limites qu'on a estimées, 6 sont déjà dépassées. Donc et c'est quelque part, c'est irrémédiable dans les années à venir, puisqu'on ne va pas tout arrêter du jour au lendemain. Et je pense que voilà, les aléas climatiques qu'on a depuis quelques années nous font dire qu'ils ont plutôt raison, malheureusement. Le GIEC, j'en ai parlé en introduction, donc c'est un groupe d'experts intergouvernementaux qui travaillent sur le climat uniquement. Ça a été créé en 88, donc c'est pas nouveau le sujet, le réchauffement climatique, c'est pas sorti là l'année dernière sur le dernier rapport en 2022. C'est le 6e rapport. On estime que la température va augmenter de plusieurs degrés, du coup les océans vont augmenter, etc. etc. Il s'avère que les rapports du GIEC 2022 étaient assez alarmistes, et ce qui est en train d'être dit actuellement, c'est que ce qui a été annoncé en septembre est certainement le plancher, et que ça va être pire que ce qui a été annoncé. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Voilà, donc on a d'un côté nous qui consommons toujours plus de numérique, et on va voir les impacts que ça a, et de l'autre la planète qui est en train de se dérégler. Gaz à effet de serre, donc ça aussi c'est des mots qui sont rentrés dans notre vocabulaire. Est-ce que vous savez combien en moyenne par an on émet de gaz à effet de serre? Un ordre d'idée? 7 tonnes. En France, 114? 14? On est à 10. Voilà. Donc alors vous imaginez bien que quand on traverse l'Atlantique, on est plus proche des 20 que des 10, puisqu'on a des grosses voitures qui consomment beaucoup, etc. Est-ce que vous connaissez, donc il y a un truc qui s'appelle les accords de Paris, qui ont été signés il y a quelques années. Est-ce que vous savez quel est l'objectif pour 2050? On n'est pas loin. C'est 2 tonnes. Voilà. Donc ça, c'est pas Cédric Raoult qui le dit, hein. C'est les objectifs de Paris qui ont été signés par le gouvernement français de l'époque, hein, et dans lequel on s'inscrit. Donc c'est pour ça qu'on parle de décarbonation de la France, hein. C'est que l'objectif, c'est 2050, 2 tonnes. Maintenant, comment est-ce qu'on y va ensemble? Pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, il faut diviser par 5 tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a vu que le numérique, on est en train de faire ça. Donc on va totalement à l'inverse de ce qui a été signé, voté, amendé, et qui potentiellement nous coûtera très cher si on ne respecte pas ça. Donc ça, c'est des chiffres intéressants à avoir en tête, hein. On est à 10 tonnes aujourd'hui, il faut passer à 2 en 2050, avec un point de passage en 2035. 2035, c'est demain, où on sera, il faudra être à 5 tonnes. Je vous le dis, on n'y sera pas, hein. Voilà, on ne peut pas coller du numérique partout et être à ces résultats-là. Alors tout ça, ça a des impacts. D'abord, on va voir les impacts environnementaux. On va avoir 2 aspects, les impacts environnementaux et les impacts humains. On a 4 facettes sur la pollution numérique. On a les ressources de la planète, ressources finies. Voilà, l'eau, c'est pas à l'infini, et les minerais, c'est pas à l'infini non plus. Donc on va, mais quand on va extraire des minerais, on va avoir du mal à l'extraire comme ça facilement. Il va falloir balancer les produits chimiques, donc on a de la toxicité et de la pollution. Ou quand on va produire du composant électronique plutôt à Taïwan ou en Chine, c'est pareil, si ça se fait là-bas, certes ils ont une compétence forte à Taïwan, vraiment très forte, mais ils n'ont pas qu'une compétence forte, ils font des travaux dégueulasses qu'on ne veut pas faire en Europe et qu'on laisse faire. On est en train, après Covid, on se dit que ça serait quand même bien qu'on soit autonome et qu'on renationalise un certain nombre de choses, mais bon. On émet beaucoup de gaz à effet de serre, on va parler beaucoup de CO2, voilà. Donc les gaz à effet de serre, il y a le méthane, il y en a d'autres. Et on va consommer de l'énergie. Alors consommer de l'énergie en soi, ça ne pollue pas, hein. L'énergie, il peut y avoir de l'énergie primaire telle que l'eau et le soleil,
mais ça pollue pas. Maintenant, on va quand même devoir la transformer, cette énergie primaire. En France, on a quelque part, alors c'est pas le discours, la chance d'avoir de l'électricité nucléaire, donc on pollue très peu en gaz à effet de serre. Maintenant, on pourra avoir la discussion autour du nucléaire, et là, encore une fois, ça s'arrêtera pas ce soir. Donc si on met tout bout à bout en termes de pollution, c'est comme si on crée un septième continent dans le monde en termes de pollution. Donc le numérique mis tout seul, voilà, donc on a un impact environnemental majeur. Alors on a beaucoup parlé de poil à gratter sur les tables de la journée là. Moi je suis pas le poil à gratter, je suis le gros caillou que je mets dans votre chaussure, hein. Voilà, c'est juste, on est en phase de prise de conscience et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour y arriver. La consommation électrique, les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les 10% d'électricité dans le monde, c'est du numérique. En 2025, donc c'est demain, on sera à 15 à 20%. Donc on aura doublé notre consommation électrique avec les objets qu'on connecte partout. Ils ne sont pas autonomes, hein. Ils sont pas autonomes. Même, voilà, même le plus petit objet connecté, hein, on parle d'IoT, ben, il consomme. Et sur les gaz à effet de serre, c'est 4% en 2019, c'est 2025. En 2025, ça sera 5 à 8%. Alors moi, je viens de Toulouse, je vous ai dit, on fait voler beaucoup d'avions là-bas. C'est moins impactant que le numérique. Ça peut paraître dingue, mais le numérique mis bout à bout dans le monde, c'est pire que l'aviation civile. Et en 2025, ça sera pire que l'automobile. Donc on met beaucoup la pression là, au secteur automobile et au secteur aéronautique et au bâtiment aussi, hein. N'empêche qu'aujourd'hui, ben, nous, dans le numérique, et je dis bien nous, hein, j'en fais partie, on pollue plus que ces secteurs-là. Là, je vous emmène au fin fond des abîmes, puis après on verra comment on peut faire ensemble, hein, vous inquiétez pas. Voilà, tout ça c'est Shift Project, Guillaume Pitron, l'enfer numérique. Là, si vraiment vous voulez creuser le sujet, il y a plein de livres qui sont très intéressants. On en fait rarement la pub, mais c'est normal, ça chagrine un peu quelques acteurs mondiaux. Alors pour fabriquer des appareils numériques, mon smartphone il n'a pas poussé dans un arbre, le PC que j'ai dans le sac non plus. Il me faut énormément, je crois qu'on est à 60 composants différents là. C'est très complexe et j'ai besoin de minerais. Alors ces minerais, encore une fois, ils sont non renouvelables. Alors oui, ils sont sur la planète Terre, mais ils ont mis des millions d'années à se créer. Et on estime que dans la durée des réserves rentables, ça veut dire qu'il y en aura d'autres des minerais, mais ça va nous coûter une fortune pour les exploiter, va faire que dans quelques années, ben, on n'aura plus de minerais. Le épuisement imminent de l'argent. L'argent, il y en a partout dans nos appareils électroniques. Il y a un petit peu d'or. Après, il y a de l'antimoine, des choses comme ça. Et on voit que on est autour d'une dizaine d'années, dans 10 ans, mais il n'y en a plus. Alors oui, on va en retrouver, oui, on va explorer, oui, mais oui, ça va coûter plus cher. N'empêche qu'on est sur des ressources finies à ce jour, et ça peut être très problématique. Alors ça peut être problématique, on verra tout à l'heure aussi, parce qu'il y a des impacts humains. C'est-à-dire que les minerais, ils sont plutôt concentrés sur certaines parties de la planète, et ça crée des guerres, ça crée beaucoup de choses comme ça. Eau et pollution, on a des conflits d'usage, des enjeux géopolitiques. On doit refroidir des data centers. C'est-à-dire qu'eux, leur principal problème, c'est que non seulement on rase des terres naturelles, mais en plus, il faut les refroidir. Alors, on a beau aller les mettre dans le nord de l'Europe, là, parce qu'il fait plus froid. On a beau les mettre au fond de l'océan, dans des bacs immergés, ça marche aussi. Mais dans l'ensemble, il faut quand même les refroidir. On a les centrales électriques, hein, quand on a, oui, nous on a des centrales nucléaires qui produisent très peu de gaz à effet de serre, ou presque pas, mais on consomme énormément d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Dans le quartier, d'ailleurs, quoi, la centrale de Braux, Saint-Louis, et puis après, je sais pas, ça doit être Chinon, mais je sais pas trop ce qu'il y a après vers Poitiers, s'il y en a là. Civaux, ouais. Désolé pour la géographie. Mais voilà, donc ces centrales-là sont forcément à côté de fleuves ou de mers. C'est pas pour rien, hein, c'est pour refroidir, et donc on a de l'eau qui s'évapore pour refroidir. Et cette eau, elle est perdue. Vous avez peut-être entendu parler des terres rares. Donc c'est un des minerais dont on a besoin pour fabriquer nos appareils électroniques. Ces terres rares, elles sont pas rares. Il y en a partout.
C'est juste que pour fabriquer mon smartphone, il faut que j'exploite l'équivalent d'un gymnase de terre. Donc vous voyez un gymnase ce que ça fait, en mètres cubes, je sais pas combien c'est, mais c'est énorme. Et donc du coup, ces sujets-là, ben, on a fait en sorte de ne plus le faire en Europe, parce qu'on refuse de raser des montagnes, de raser des campagnes. Donc du coup, ben, on le fait en Chine plutôt, c'est plus facile. Puis si on peut exploiter des esclaves ouïghours, ben, on le fait aussi au passage, comme ça, on est tranquille. Donc la pollution, elle se fait à la fois quand je fabrique mon appareil, mais aussi en fin de vie. C'est-à-dire quand on crée un service numérique, on oublie souvent la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait des logiciels, qu'est-ce qu'on fait des casques virtuels qu'on a évoqués tout à l'heure, ben, on va voir qu'il ne se passe pas grand-chose. La fin de vie, il y a un ouvrage là, qui s'appelle Le Grand Enfumage. Ce titre-là, il ne nous revient pas. On parle des D3E, c'est les déchets électriques, d'équipements électriques et électroniques. Donc il y a des grandes campagnes de pub, il y a des bornes partout dans vos supermarchés, à la déchetterie du coin, voilà. Ok, cependant, on n'en collecte que 17%. Donc il y en a déjà 83% qui sont dans la nature, dont on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont enfouis, incinérés illégalement. Puis à la fin de la fin, on en recycle réellement que 18% des 17%. Donc autant dire rien. Le reste, soit c'est enfoui comme ça et les générations futures verront ce qui se passe, soit c'est plutôt des mafias qui récupèrent ces déchets et qui envoient ça en Afrique de manière massive. Et on se retrouve avec des photos comme ça là, où ben, on brûle du PC, on brûle de la télé pour récupérer un peu de cuivre, un peu de choses. Et ça, on peut dire que ça les fait vivre, et non, ça les tue, quoi. Ça les tue. Donc le recyclage est impossible parce que c'est des éléments tellement complexes, comme un microprocesseur, c'est tellement intégré qu'on ne peut rien récupérer. Hein. Aujourd'hui, la technologie ne nous le permet pas, peut-être un jour. On pollue les sols, on pollue l'air, et on impacte la biodiversité. Le véritable poids d'un ordinateur, donc moi j'en ai un dans mon sac, il fait à peu près 2 kg. En fait, il ne fait pas 2 kg, et le matin, quand vous partez au boulot, si vous l'emmenez dans votre sac à dos là, ou dans votre sacoche, vous avez 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau. C'est ce qu'il faut pour produire un PC. Et pour un smartphone, c'est 250 kg ou 200 kg. Ouais. Donc là, c'est lourd. Hein. En termes de dette écologique, c'est forcément très lourd. Alors si on garde le PC 10 ans, c'est beaucoup moins lourd. On va atténuer la dose. Maintenant, comme on en change tous les 3 ans, on renouvelle la dette et puis on recycle rien. Voilà, donc ça c'est le véritable point d'ordinateur. On parle de sac à dos écologique. Ce sac à dos, il peut faire mal aux épaules au bout d'un moment à tout le monde. On a vu les impacts environnementaux. Mais il n'y a pas que des impacts environnementaux, hein. On a aussi des impacts humains. On l'a vu tout à l'heure via les mines. Alors les minerais ils viennent souvent d'Afrique, d'Asie. Alors oui, c'est des terres où il y a des minerais. On en a aussi en Europe, aux États-Unis, mais on n'accepte pas de faire travailler les Européens dans ces conditions-là, mais on accepte que les Africains travaillent dans ces conditions-là. Ils travaillent dans des sales conditions, on fait travailler des mineurs, et en plus, comme il y a quand même de l'argent à faire, il y a des mafias, des guérillas qui reprennent le sujet à leur compte, et des conflits sanglants, voilà, vraiment, tout ça pour extraire des minerais. Les conditions de travail, on a parlé l'année dernière beaucoup des Ouïghours, hein, qui sont une population chinoise plutôt gitane à la base, mais qu'on a tendance à enfermer dans des camps pour travailler et pour aller extraire les terres rares. Alors on a parlé des impacts humains, mais aussi on a la fracture numérique, l'accessibilité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais aujourd'hui les exclus sont nombreux. 40% de la population n'est pas totalement autonome dans ses usages du numérique. Là, avant le 30 juin, il fallait déclarer sur sa feuille d'impôt son patrimoine immobilier. Alors, ça a été reculé d'1 mois. Je pense qu'ils vont pouvoir reculer de 6 mois, d'1 an, de 10 ans. Tout le monde n'y arrivera pas. Tout le monde n'a pas de compte pour se connecter. Tout le monde n'a pas de PC à la maison. Tout le monde ne sait pas lire et écrire. Donc, en France, 40% de la population n'est pas à l'aise. Je ne sais pas si vous avez commandé une carte grise récemment, ou fait des choses comme ça. C'est des démarches qui sont quand même complexes. Et du coup, il y a des business qui se montent pour vous vendre de la commande de carte grise. Tout ça parce qu'on a fait des services numériques qui sont trop complexes. On a cru que c'était la solution à tout. Mais non, ça n'est pas la solution à tout.
Donc l'accessibilité, ça va être plutôt sur les publics qui sont en difficulté, en handicap hein, visuel. Et on a des normes. Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est le RG2A. Donc c'est bien, c'est une loi qui a été votée il y a quelques années. Je crois qu'on va voir après qu'il y a des amendes. Cependant, aujourd'hui, 40% des démarches administratives ne sont pas accessibles aux personnes en handicap. Voilà. Donc là, on revient sur le discours que j'avais à midi là, sur l'environnement public hein, qui met des lois, qui se fait payer à elle-même des taxes, mais qui ne met pas à jour son portail des impôts ou autre pour qu'il soit accessible. Voilà, donc les facteurs aggravants, ça va être l'âge, le niveau d'études et la rémunération. Maintenant, j'ai beau être jeune, être millionnaire et être docteur, si je suis dans une zone blanche, j'ai pas accès à Internet et je peux pas faire mes impôts. Et il y a encore des zones blanches. On a quelques addictions. Alors là, c'est des mots, moi perso, ça me parle pas trop. On est plus sur les adolescents. Mais en tout cas, aujourd'hui, si j'ai pas de portable quand je suis au collège, ben, je suis un peu mis de côté. Si j'ai pas tous les réseaux sociaux, ça se passe encore plus mal. Voilà, et on a de l'addiction, du cyberharcèlement, etc., etc. Donc là, je vous ai mis sur une slide un certain nombre de choses qui peuvent être votre quotidien si vous êtes papa ou maman, ou papi, mamie, tonton, tati, peu importe. Voilà, on est dans des situations qui sont très conflictuelles parce que on a ça qui fait que ça gagne à tous les coups. Hein. Le téléphone, il est plus puissant que beaucoup de choses. Captation de l'attention. Qui n'a pas joué à un jeu où il faut empiler des fruits là ok, j'empile des bananes, des fraises, tout ça. Ok, mais je décide d'arrêter. Bah ouais, je décide d'arrêter, mais en général, 12 heures après, on m'envoie un super bonus qui me fait passer 3 tableaux. Et du coup, je m'y remets et je m'arrête pas. Voilà. Donc on a une forme d'addiction. On a la même chose avec les mails. Hein. Moi, j'ai commencé à bosser donc en 98, j'avais pas d'adresse mail et je travaillais pour des grands comptes dans la téléphonie et ça marchait très bien. Aujourd'hui, si je vais pas constamment voir mes mails, je suis en manque. Voilà, je suis en manque. Vous pouvez pas me dire que vous faites pas la même chose. Alors, peut-être pas tout le monde, mais ça doit vous arriver de dire merde, j'ai pas de mail, qu'est-ce qui se passe? J'existe plus, j'ai plus de clients, j'ai plus de fournisseurs, j'ai plus de collègues. Voilà, donc on a une forme d'addiction. On surveille, voilà, on surveille nos comportements. Je vous parlais des trottinettes tout à l'heure aux États-Unis. Ben, l'objectif, c'est de surveiller nos comportements et nous envoyer de la pub qui correspond à ce qu'on a pu détecter nous concernant. Et puis on peut aller jusqu'à la surveillance des personnes, restriction des libertés. On parle de la Chine. Bon, il n'y a pas besoin du numérique pour surveiller les personnes en Chine. Maintenant, ça se fait quand même plus facilement avec ces moyens-là. On parle même d'influence sur le vote. Les dernières élections aux États-Unis ont démontré qu'il y avait eu quelques tentatives. L'intelligence artificielle, j'en ai entendu parler tout à l'heure sur une table ronde. Alors très bien, ça peut nous aider, mais c'est pas forcément la solution à tout. Et l'intelligence artificielle, pour le coup, à la base, c'est quand même l'humain qui met de la donnée. Donc il y a déjà un biais. C'est nous qui donnons la première donnée. C'est nous qui écrivons le premier algorithme. Donc certes, ChatGPT peut faire ma copie pour passer le bac, là, et en gros, il va s'en sortir. Bon, sauf qu'on a des logiciels qui aujourd'hui savent détecter si ça vient d'une IA ou pas. Donc le monde de l'enseignement, à mon avis, va rapidement s'emparer du sujet et voilà, on va être contrecarré. Mais on a besoin de travailleurs qui vont mettre de la donnée de manière très claire. Tout ce qui comporte des scènes de violence, violence qu'elle soit sexuelle ou autre, ça, l'IA, c'est pas traité parce qu'il y a de l'émotion. J'ai entendu parler tout à l'heure d'émotion là dans la transmission du savoir. L'IA, elle sait pas faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va payer quelques centimes du clic des personnes, en général au fin fond de l'Afrique ou d'Amérique du Sud, pour qu'ils aillent visionner des milliers d'heures de scènes horribles, pour qu'eux viennent alimenter des bases de données qui alimenteront l'IA. Voilà, donc ce qui arrive au bout du bout à ChatGPT, avant tout ça, mais il se passe des choses pas terribles. On parle de l'iceberg là, il y a ce qu'on voit nous et puis il y a ce qui se passe dessous.
Sur un Amazon là, qui est pas mal décrié, c'est pareil, hein, si vous avez de la pub qui arrive comme ça, là, ça n'arrive pas par hasard, c'est que ils ont mis quelques cookies là, et puis vous n'avez pas regardé, vous avez dit oui, j'accepte de donner ma donnée. Mais il y a aussi des personnes qui sont payées 1 ou 2 centimes du clic pour aller chercher de la donnée vous concernant partout sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et donc il y a même une plateforme qui existe, hein, là c'est pas moi qui invite, hein, mais, qui invente, c'est une plateforme pour embaucher les gens et on le paye quelques centimes pour aller chercher de la donnée. Voilà. Donc ça se fait pas tout seul, hein, le remplissage des bases de données. Voilà. Malheureusement, ça se passe comme ça. J'en ai fini avec cette partie là qui, je vous sens sombrer là, doucement mais sûrement. J'avais prévenu, hein, je vous ai pas fait un coup de travers là. Mais on a de manière certaine l'explosion des usages du numérique. On en colle partout, dont dans la formation. Et on va voir que c'est pas forcément bien ou pas bien. Hein, la réponse, ça va être ça dépend. Et avec des impacts environnementaux très forts et des impacts humains également. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de ne pas continuer à sombrer? Donc l'entreprise ou l'organisation, hein, peu importe, s'empare du sujet. On a aujourd'hui trois vecteurs principaux. Il n'y a pas d'ordre, c'est les trois qui vont ensemble. Il y a une attente du public. Aujourd'hui, on a un public qui veut manger plus vert que vert, qui essaye de se déplacer peut-être moins en voiture, et qui se dit que le numérique, ça pollue peut-être. Donc voilà, donc il y a une sorte de conscientisation, on essaye de moins polluer, et on n'avait pas conscience que le numérique, ça pouvait polluer, donc doucement mais sûrement, on va se référer à des labels, à des outils pour acheter, et on va voir que dans le numérique, il existe plein de labels, et que à nous de faire attention où est-ce qu'on achète. On a les leviers organisationnels, on a des collectifs qui se montent un peu partout. Je vous ai parlé de l'INR, je vous ai parlé du Shift Project, je vous ai parlé de greenIT.fr. Je ne sais pas s'il existe des collectifs sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent sur ce territoire. Alors, Nouvelle-Aquitaine, c'est très grand. Ça, je ne vous l'apprends pas. Maintenant, il y a des choses qui se passent sur le numérique responsable et vous êtes emparés du sujet. Les politiques sont emparés du sujet. Parce que sans eux, il ne se passera rien en fait. S'il n'y a pas de règles, de loi, de règles, il y a toujours ceux qui vont dire c'est pas grave, on s'en fiche, les générations futures verront. Donc aujourd'hui, il y a des lois qu'on va voir très brièvement, sur lesquelles on va s'appuyer. C'est pas juste Cédric Raoult qui dit que ça craint et qu'il faut se bouger les fesses, c'est aussi la loi qui s'empare du sujet et qui va nous contraindre. Donc on a tous ces 3 points qui nous permettent d'avancer. Le numérique responsable, c'est une composante de la RSE. RSE ou RSO, responsabilité sociétale de l'entreprise. On va s'appuyer sur les 3 P, là, People, Planet, Prosperity. Donc il y a une notion d'argent quand même, hein, il faut que ça soit rentable tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, ces sujets-là, mais dans les grands groupes, de manière certaine, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas le rapport extra-financier RSE, on ne vous prête plus d'argent. Ou vous l'achetez très cher, votre argent, sinon. C'est ça qui se passe. Dans le monde de la PME, ça existe aussi. Et je ne sais pas exactement comment c'est connecté dans le monde public. N'empêche que vous êtes contraint et depuis là-haut, on vous demande d'aller vers là. On ne va pas rentrer, mais en tout cas, le numérique responsable, c'est une composante de la RSE. Si vous avez un truc à retenir sur ces aspects-là, c'est ça. Les lois, donc on a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, qui impose un certain nombre de choses sur le reconditionnement, sur mieux informer, sur l'obsolescence programmée. Voilà. Donc en France, on est plutôt en avance sur le sujet, ce qui fait qu'un Apple est contraint à fabriquer des téléphones exprès pour la France, qui soient un peu plus open au non-verrouillage. Ça ne les empêche pas de vendre des trucs dégueulasses en Espagne, hein, juste de l'autre côté de la frontière. Ils continuent à produire différemment pour faire en sorte de changer de téléphone plus souvent. L'indice de durabilité qui va arriver l'année prochaine, donc ce sera un critère d'achat potentiellement. Quand vous achetez un téléphone ou un PC, il y a un indice de durabilité comme il y avait un indice de réparabilité sur les équipements électroniques. Donc cette loi, elle mérite d'exister, on pourrait aller plus loin. Mais bon. On a la loi RIN, elle, ça date de 2021, automne 2021. Cette loi-là, nous, on l'a pas mal suivie parce qu'on a créé Infogreen il y a 3 ans. On était pas mal connectés à ce qui se passait dans les différents cabinets ministériels, oula, c'est fin de journée. Voilà, donc il y avait un pavé énorme comme ça sur la loi RIN
il n'en ressort pas grand-chose. Voilà, donc suivant avec les allers-retours, Assemblée nationale, Sénat, lobby, mais n'empêche qu'on a des choses qui sont ressorties. Il y a quelque chose qui est important, c'est l'obligation dans les cursus, on parle de formation aujourd'hui principalement, obligation dans les cursus scientifiques de parler d'éco-conception. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire à partir de la rentrée prochaine, sauf que le corps enseignant n'est pas préparé au sujet. Donc on a mis une loi et puis on n'a pas donné les moyens. Il faut savoir qu'à l'INR on a produit une plateforme qui permet aux enseignants gratuite, un accès gratuit qui s'appelle Écologue. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé moi depuis 2 ans. C'est comment on met à disposition de la matière première pour le monde de l'enseignement pour qu'ils puissent propager la bonne parole. On est plutôt dans un monde open source où on partage. Et oui, il faut que je mange à la fin du mois, mais j'ai peut-être pas besoin de manger beaucoup. Donc la loi RIN, on a le RG2A qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'accessibilité. Voilà, tout ça, tous ceux qui travaillent dans le domaine public, c'est des choses qui sont obligatoires aujourd'hui. Voilà, vous avez dans vos appels d'offres. Donc soit je suis donneur d'ordre, ben, je dois mettre des critères dans mes appels d'offres. Et si je suis fournisseur de services, eh ben, je dois respecter un certain nombre de choses autour de ça. Avec des amendes, 20 000 euros. On parle de 2019, à l'heure où je vous parle, il y a 0 amende qui a été donnée. Forcément, la plupart des portails, on a dit que 40% des portails gouvernementaux ne respectaient pas la loi, donc ils ne vont pas se faire payer à eux-mêmes. Ça serait dommage. Les concepts. Donc le numérique responsable, de manière générale, c'est optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts et leur consommation. Je ne suis pas obligé de faire un logiciel qui m'envoie une fusée sur la Lune si je veux juste aller de Angoulême à Cognac. Voilà. Ça ne sert à rien. Et on a vu, et vous pouvez plus dire que vous ne saviez pas que ça ne pollue pas et que ça n'a pas d'impact humain. Offrir des services accessibles pour tous, inclusifs et durables. Donc l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L'accessibilité, ce n'est pas juste la rampe d'accès au bâtiment, c'est aussi, une fois que j'ai tout numérisé, comment je fais en sorte que toute la population puisse y accéder. Mettre en place un numérique éthique et responsable. Assurer la résilience des organisations, parce qu'on va être plus responsable. Et permettre l'émergence de nouvelles valeurs et de comportements. Ça peut faire peur. Aujourd'hui, on est sur des choses qui... Moi, je vous le dis, il y a 3 ans, tous mes copains, là, qui je parlais du sujet, ils me disaient, t'es fou, tu te lances dans une aventure qui sert à rien, tu vas rester au chômage toute ta vie, c'est mort. Bon, aujourd'hui, je reste dans mon bureau, dans mon salon à Toulouse, et on m'appelle, et on me dit, Cédric, il faut nous aider, il faut nous aider, il faut nous aider. Donc, parce que la loi s'empare du sujet, parce que la population s'empare du sujet, parce qu'on a des associations, les choses bougent vraiment très vite actuellement. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Les leviers d'action. Les 5 R, ça vous parle? Ouais. Alors on a les 3 U, utile, utilisable, utilisé. Mais ça on peut le faire dans tout ce qu'on achète. Hein. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que je vais utiliser? On peut mettre les 5 R. Déjà je refuse. Voilà, j'ai pas besoin. Il y a un commercial qui passe là, pour me vendre un truc, peut-être j'en ai pas besoin. Réduire. Il me vend ça, mais peut-être que j'ai besoin que de la moitié. Ça suffit. Réutiliser. Peut-être que le PC qui était une machine de guerre pour faire tourner de la réalité virtuelle, au bout d'un moment ça tourne plus parce que voilà, ça marche plus, c'est plus assez puissant. Et peut-être que dans un second temps, ce PC-là, il peut servir pour quelqu'un d'autre de la structure qui fait juste de l'Excel, du PowerPoint, et voilà. On va réutiliser. On va réparer, chose qu'on fait plus du tout. Hein. On répare plus un PC, on répare plus un smartphone. Avant, dans les DSI, on avait principalement des personnes qui réparaient, qui ressoudaient un composant. C'était le cas il y a 15 ans. Hein. Aujourd'hui, la DSI, c'est juste, on achète et on fournit des services ou des matériels. Et on recycle. Aujourd'hui, la filière de recyclage, elle n'existe pas. Elle est en train de se créer progressivement. Et donc, c'est tout le monde qui se met en mouvement. Dans les choses que je n'ai pas pu exprimer tout à l'heure, c'est que la phase la plus impactante en France, c'est la fabrication.
Donc 80% de l'impact environnemental, c'est la fabrication. Parce que dans la phase d'usage que j'ai après, comme notre électricité est peu carbonée en France, on a peu d'impact. Si on fait la même chose en Allemagne, c'est pas pareil, hein, parce qu'eux, ils sont donneurs de leçons, mais ils ont quand même des centrales à charbon qui tournent 24/24 là, et qui, en termes de gaz à effet de serre, c'est pas terrible. Donc voilà, donc le sujet principal, c'est que je refuse d'acheter, quoi. J'en ai pas besoin. Non, de manière générale. Un produit, alors le manufacteur en France, on produit rien. Enfin, voilà, en termes d'électronique, il se passe pas grand-chose. Enfin, il y a quelques sociétés qui produisent, mais la majorité, ça, on n'est pas capable. Là, ça c'est français. N'empêche qu'il n'y a pas grand-chose de français là-dedans, quoi. Sinon, l'assemblage. Euh, voilà, alors, il y a certainement des contre-exemples que vous avez en tête, mais oui, les frégates, elles sont fabriquées vers Brest, là, ou je sais pas où, mais euh, voilà, on part du principe que tout vient de Chine ou presque. Oui, oui, mais le composant électronique en général, voilà, là, les chiffres, ils sont vraiment sur la partie numérique, hein, l'IoT et tout ça. Et donc l'impact, il est à la fabrication. Et si on fabrique en France, l'impact, ça sera le même en fait. Il faut aller chercher du minerai au fin fond de l'Afrique, en Chine, en Amérique du Sud. Donc le premier réflexe, c'est de refuser. Voilà, vraiment refuser de changer de PC tous les ans parce que le service informatique m'a dit qu'il fallait que je le change. Alors c'est plutôt tous les 3 ans, hein, parce que le comptable l'a immobilisé sur 3 ans et l'a amorti. Mais je change tous les 3 ans. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est tout, sur tous les équipements et même les accessoires. Aujourd'hui, un poste de travail, c'est pas juste un PC, un écran. C'est un PC, voire 2 écrans, une souris sans fil, un casque, parce qu'on fait beaucoup de visio, etc., etc. Il faut savoir qu'un écran, à côté d'un PC portable, ça pollue plus qu'un PC portable à la fabrication. Alors donc une fois qu'on a refusé, il faut quand même, on va avancer, quoi. Moi je vous dis pas, faut pas de numérique, hein. C'est mon métier depuis 25 ans et je compte bien aller jusqu'à ma retraite sur le sujet. Mais comment on fait, quoi? On va éco-concevoir des services numériques. Alors l'éco-conception, ça existe aussi bien pour fabriquer ce bâtiment que pour fabriquer une voiture, que pour fabriquer un service numérique. Sauf que là, on est arrivé un peu après la guerre et que tout est en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Les besoins, donc on va déjà définir le besoin réel. Et je vous disais que tout à l'heure, 50% de ce qu'on fabriquait ne servait à rien, ce qu'on fabriquait en termes de services numériques. Voilà, donc nous on accompagne par exemple des structures publiques en Belgique, et à la fin de la première étude, on s'aperçoit que ne faut pas faire de logiciel, quoi. Il faut laisser des personnes dans des bureaux qui accueillent du public et qui vont renseigner le public. Voilà. Ça a moins d'impact que si on prend en compte les impacts humains et les impacts environnementaux. Quelles données sont échangées, la consommation électrique, voilà. Donc l'éco-conception, c'est on prend en compte l'ensemble du cycle de vie du service numérique et on fait en sorte qu'il corresponde vraiment aux besoins. Donc la phase de besoin, définition de besoin, c'est vraiment la plus importante. Je vous ai parlé de gâchis logiciel, donc c'est un chiffre que je vous ai donné plusieurs fois, 50% ne servent à rien. On a même, dans les statistiques, on a même 25% des applications qui ne sont jamais utilisées. Donc voilà, et encore pire dans le cloud, où avant on avait un acheteur qui achetait, je sais pas, un logiciel pour compter les boulons. Ok, il l'envoyait à l'usine ou à la logistique pour compter les boulons. Ils l'utilisaient pas, et puis après, voilà, comme ils n'avaient pas l'installé, voilà. Aujourd'hui c'est dans le cloud, donc on s'en fiche, on paye des abonnements, on paye, et 25% de ce qu'on achète n'est même pas utilisé. Donc vous voyez les économies qu'on peut faire. Économies, et parce que le numérique responsable, à la fin, ça nous fait faire des économies quand même. Bon, je vous passe l'ensemble des chiffres. Alors, pour faire de l'éco-conception, de la conception responsable, on va se baser sur des référentiels. Il en existe plusieurs aujourd'hui. Le plus complet, c'est le GR 491, c'est 516 bonnes pratiques aujourd'hui. Donc il est plutôt complet, on parle de stratégie, du UX/UI, de front-end, de back-end, d'architecture. Donc on aborde tout le projet numérique dans son ensemble. Bon, une fois que vous avez 516 bonnes pratiques devant vous, vous mettez ça devant les équipes de la DSI, ils font rien. Donc c'est comment on crée son propre référentiel à partir de là, puisque chaque entité va avoir ses besoins propres. On va avoir le RGESN, qui lui est sur 79 critères,
Et l'EF NorthSpec, tous ils disent la même chose, c'est juste qu'on a des versions plus simplifiées. Il y a de grandes chances que le RGESN, c'est plutôt la DINUM qui porte ça, la direction du numérique, devienne une norme à très court terme. Et donc vous n'aurez pas le choix. On a des outils, alors c'est pour exemple, hein, c'est-à-dire qu'on mesure beaucoup. Moi, le message que je vous fais passer, c'est faites pas que mesurer. Si vous faites que mesurer tout le temps, c'est comme si vous êtes en surpoids, vous mesurez, merde, je grossis. Bon, mais il faut faire des choses à côté, hein, faire de l'éco-conception qui va nous permettre de réduire. Donc la mesure, c'est bien, mais c'est pas, ça sert pas qu'à, enfin, ça sert pas à l'action. Il faut mettre de la mesure en parallèle d'action d'éco-conception. On a les achats responsables. Donc ça, dans l'appel d'offres public aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc si vous répondez à des appels d'offres ou si vous émettez des appels d'offres, vous n'avez pas le choix. On peut avoir des pratiques de location, leasing, parce que les loueurs, eux, sont plutôt... Aujourd'hui, il y a des loueurs éthiques qui prennent un parc d'une grosse entreprise, ils le louent pendant 3 ans, la grosse entreprise dit ben, moi j'en veux plus, ok, mais ça peut aller pour une autre entreprise. Et donc le loueur, il fait durer la durée de vie. Les indices de réparabilité, les labels, il en existe plein, les TCO, IPIT, Energy Star, c'est forcément des choses que vous avez ça sur vos matériels. Si vous retournez un petit peu vos PC ou Mac, vous allez voir ce genre de logo. Mais ça, il faut le rendre obligatoire, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est de passer les data centers. Là, on rentre sur des choses assez techniques. Le poste de travail, il y a pas mal de choses à faire. Réduire le nombre d'écrans, réduire la taille de la diagonale. Ça n'a rien à voir avec un écran comme ça. Si je fais juste du Outlook et du Word. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'un écran, ça polluait plus que mon PC portable dans ma sacoche. Donc quand on rentre dans des structures qui se disent éco-responsables et qu'on voit des écrans partout, on se dit oh, y a un problème là. N'empêche qu'on ne va pas tout supprimer. Aujourd'hui, moi j'ai besoin d'un écran et je pense que ce support-là est très bien. Bon, là c'est des bonnes pratiques, je pense pas que ce soit... Voilà, donc moi j'en ai terminé avec ma présentation. Le message que j'aime bien faire passer, c'est que là on peut se dire, punaise, on est devant une montagne. On se dit, voilà, c'est terrible ce qui nous arrive. Et on pourrait se dire, ben, finalement, moi, comme personne ne fait rien, je fais rien. Moi, j'aime bien la petite citation du Dalai Lama, parce que je suis assez moustique moi aussi. C'est si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. Voilà, c'est l'enfer. Donc si chacun d'entre nous, à titre personnel, donc la présentation que je vous fais a la vocation aussi à être partagée personnellement dans vos différents réseaux, mais c'est aussi professionnel avant tout. Voilà, donc si personne ne fait rien, il ne se passera rien. Maintenant, si chacun d'entre nous voilà, est sensibilisé, veut avancer, il y a plein de choses pour avancer, et collectivement, ça va se passer. Il n'y aura pas le choix. Voilà. Il y a la loi, il y a la Terre qui se transforme et qui se réchauffe, avec tout ce qu'on connaît comme impact. Peut-être c'est trop tard, mais c'est pas grave. Moi, on fait quelque chose et puis on est content de faire quelque chose ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le message que moi, je vous fais passer. On est assez engagé chez Infograin Factory, vous l'aurez bien compris. On a une certaine liberté de parole aussi. Ça peut déranger. Je vous remercie, vraiment. Et si tout va bien, on a un petit temps de questions-réponses. Et si ce temps-là suffit pas, je peux rester un petit moment pour répondre. Ouais. Alors, là, je suis pas un spécialiste agile. N'empêche que si on applique l'agilité, j'en ai vendu beaucoup, donc je savais de quoi je parlais à peu près, mais j'ai jamais été coach agile ou product owner, tout ça. Maintenant, si on applique vraiment l'agilité au sens premier du terme, c'est du numérique responsable. C'est-à-dire qu'on est sur de l'itération pour voir si c'est vraiment efficace ce qu'on fait, et si vraiment ça a de l'intérêt. Donc on a un mouvement perpétuel
alors c'est pas perpétuel, il y a une fin de projet, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, l'agilité, ça a été un peu transformé. Alors, je sais pas dans votre structure comment c'est géré, j'imagine que ça doit être très bien, ou pas, mais ou du mieux que vous pouvez en tout cas. Maintenant, l'agilité, aujourd'hui, tout le monde dit je suis agile, et chacun se l'est approprié, a fait ce qu'il voulait avec. Donc oui, donc je vous réponds à la question, oui, l'agilité correspond à du numérique responsable, on est tout à fait là-dedans. Maintenant, l'agilité, on en a fait n'importe quoi. Parce que le changement c'est bien, voilà. Et donc vaudrait peut-être mieux parfois un bon cycle en V là, comme on m'a appris à l'école là, plutôt qu'une agilité qui... Non, non. Alors on est sur un... Ça je sais pas si... peut-être j'ai dit l'introduction mais pas bien, ou peut-être je l'ai pas dit aussi. On est en mode R&D là. C'est-à-dire que moi je vous dis ça aujourd'hui, si je reviens vous voir dans 2 ans ou dans un an, il y a des choses qui auront changé. Voilà. Je ne détiens pas la vérité, on ne la détient pas. Il y a beaucoup de R&D en France principalement, c'est en train de s'étendre un petit peu dans le reste du monde. Et on est dans l'amélioration continue, vraiment. Et le numérique responsable, c'est l'amélioration continue, hein. La RSE, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire que le truc parfait, il n'existe pas, c'est comment on tend vers quelque chose qui est moins impactant de manière environnementale et sociale. Peut-être qu'il existe, alors je dis non, moi j'ai pas les chiffres, peut-être qu'il en existe, je n'ai pas non plus toute la vérité. Ouais. Moi j'avais une autre question, c'est pas du tout dans l'idée de dire on peut rien faire, etc. Mais est-ce que vous savez si les gros acteurs de la tech, Google, Amazon, Facebook, est-ce qu'ils prennent ce sujet sérieusement parce que pareil, on parle de méthode agile, mais si on applique la méthode agile pour faire des algorithmes TikTok, Mm. je sais pas si c'est très intéressant finalement. Alors TikTok, c'est le réseau social le plus impactant. On est dans l'énergie, Ouais. dans la consommation à outrance finalement des choses qui n'est pas très. C'est pour ça que je fais la différence entre conception centrée utilisateur et méthode agile. D'accord. Euh, le- TikTok, je pense qu'en termes de centré sur l'utilisateur, ils sont très bons justement. oui. Alors TikTok, c'est l'effet rebond, quoi. On n'a pas besoin de TikTok. Ça n'empêche pas mes enfants de l'utiliser, hein. Et moi de regarder des conneries des fois dessus. Ouais, c'est rigolo, mais donc alors on va parler des GAFAM là, hein, on est d'accord, hein. Alors eux, ils ont déjà mis des compteurs énergétiques dans Google Chrome, tout ça. Euh, c'est bien. Maintenant, chez Infogreen, on est sorti du monde Microsoft. On est sorti de Teams. On a pris une solution parce qu'ils nous vendent des solutions qui nous rendent dépendantes. Par exemple, pour sortir de Teams, il faut savoir qu'on perd ses données, une bonne partie de ses données. Tout ce qui est dans les canaux de conversation, on ne peut pas le récupérer. C'est eux qui nous... Bon, c'est pas trop mes copains les GAFA, vous avez compris, hein. Voilà, après, c'est mon avis, hein. Ils nous vendent un pack Office, je vous ai dit, qui demande 115 fois plus de ressources qu'il y a 20 ans. Et oui, le Word, il corrige mes fautes d'orthographe. Oui, le Word, peut-être il est mieux qu'il y a 20 ans, mais il n'y a rien de plus, quoi. Enfin, on parle d'utilisateur, la fonctionnalité première, c'est de faire du traitement de texte, quoi. C'est d'écrire et d'envoyer un document ou de l'imprimer. Voilà. Donc, ces acteurs-là, un Microsoft, je pense qu'on a plus facilement accès à ça dans le monde qu'à l'eau potable. Voilà. C'est à cause d'eux, hein. On a plus facilement accès à Coca-Cola aussi. Voilà, et ça c'est pas Cédric qui le dit, hein. C'est arrêté. Donc ils ont l'intention d'eux. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas eu arrêt des achats, ils vont continuer. Ils font du business, hein. Dans les discussions que j'avais ce midi, à l'INR, l'Institut du numérique responsable, il y a AWS qui a intégré l'INR l'année dernière. Grosse discussion. Est-ce que parce que voilà, c'est quand même, il fait partie des plus gros pollueurs aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut les accompagner. Voilà. Moi, mes plus gros clients, c'est les banques, les grosses banques françaises qui sont de taille mondiale. J'irai chez eux à Bordeaux là, jeudi. Ils ont des antennes. Voilà, le monde, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et si on considère qu'il y a des gentils et des méchants, ça avance pas. Si on considère que qui sont un peu moins gentils, on peut on peut les accompagner, mais on va le faire. Moi, c'est ma mission. C'est comment, voilà. Après, on parle des touillettes en bambou pour Total, quoi, hein, oui. Ils ont mis des touillettes en bambou dans leur station-service, mais c'est pas ça leur problème, quoi.
Donc ils en sont plutôt là, les GAFAM. Ils ont le sujet en tête, mais tant que il n'y aura pas eu, on arrête tout, ils vont continuer. Oui. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, Alors, il y a des études, mais elles ont été faites après coup. Donc, il y a une méthode qui s'appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie, qui n'existe pas que pour le numérique, qui permet de voir les impacts d'un service numérique. Un service numérique, ça comprend à la fois les aspects matériels, mais aussi l'aspect logiciel. C'est l'ensemble du cycle de vie, de la naissance jusqu'à la fin d'un service. Cette méthodologie, elle n'est pas super avancée dans le numérique. Il y a Julie Delmas-Orgelet en France, qui est vraiment la grande prêtresse du sujet. On n'est pas, en fait, ces sujets-là, on n'est pas nombreux en France. Hein. On se connaît tous. Et, et donc l'ACV permet de déterminer ça. Par exemple, l'IoT, et je répondrai à votre question, je l'ai bien en tête. Hein. L'IoT, donc on colle des capteurs partout. Il y a une boîte à Toulouse qui s'appelle Mavana, qui est spécialiste dans l'IoT. C'est les anciennes Sigfox, pour ceux qui travaillent dans le réseau. C'est eux qui avaient déployé un réseau mondial là, qui a plutôt coulé. Malgré les millions voilà, qui sont arrivés, mais ça a coulé. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils se sont dit merde, on a vendu des trucs partout, là, ils ont fait un peu comme moi, et ça a de l'impact. Donc ils me donnaient un exemple dernièrement, c'est en France, on dit qu'on perd 20% de l'eau via les réseaux. Donc une des solutions pourrait être de mettre des capteurs tous les 3 mètres là, pour voir où est-ce qu'on perd l'eau, et comme ça c'est facile, et on perd plus d'eau. Eh bien non, ça peut être plus impactant de mettre des capteurs partout, parce qu'il faut fabriquer ces capteurs, ils ont un impact environnemental terrible, et après il faut les monitorer, il faut les entretenir, les mettre à jour, voilà. Donc la réponse que c'est ça dépend, de manière générale, et donc il faut faire cet ACV qui va déterminer ce qui va être le plus impactant. Après, pour répondre sur la question très précise sur les tickets, il faut savoir que au-delà de 3 minutes de lecture, il vaut mieux imprimer un document que de le lire à l'écran. C'est moins impactant. On nous a dit zéro papier. Voilà, zéro papier, zéro papier, zéro papier. Alors ça, c'est valable si j'éteins mon PC. Sauf qu'on fait jamais ça. Ouais. N'empêche que là, moi, je reçois des gros appels d'offres, là, des banques, là, un truc comme ça. Bon, mais je sais que je vais lire pendant 1 heure ou 2. J'imprime. Au moins, je le mets en veille. Je suis moins impactant que de le lire à l'écran. Et en plus, comme j'y vois de moins en moins bien, c'est mieux. Et pour le ticket, et on arrive au fameux ticket, aujourd'hui il est prouvé qu'un ticket imprimé est moins impactant qu'un mail envoyé. Un mail d'1 méga, c'est 25 minutes d'une ampoule de je sais pas combien de watts. Voilà. Donc chaque fois que vous envoyez 1 méga, il faut partir dire ça en fait. Les mails, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est toute cette gabegie de matériel et de logiciel. Et le mail, ça sert de communication, en fait. C'est quelque chose nous, on ne traite pas ce genre de sujet. Maintenant, c'est souvent un moyen de communiquer avec une équipe ou de sensibiliser en disant, voilà, c'est tout le monde utilise. Donc la réponse à votre question, elle est claire. C'est plus impactant. C'est pour ça que ça a été repoussé, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce qui devait arriver au 1er janvier 2023, ils se sont dit, voilà, les études, la CE a été faite, c'est plus impactant. Bon, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise que non, mais bon. Oui. Ouais. Alors, j'ai connu ça, hein, au Wanadu. Je payais 100 francs et j'avais le droit à rien. Et à l'époque, j'habitais en Charente-Maritime, pas très loin, et mes parents gueulaient parce que j'avais 10 mégas qui tombaient. Mais il n'y avait pas beaucoup de mégas qui tombaient parce qu'un site internet à l'époque, en 96-17, là, il n'y avait pas de vidéo en direct, il n'y avait pas des images en 4K, il y avait du texte et quelques photos où si je grossissais, j'y voyais rien.
La solution peut être ça. Enfin, de manière générale, quand vous achetez un fournisseur de cloud, il vous vend de l'espace quand même. Il fait ça. Mais c'est tellement peu cher que vous en foutez. Et les Oui, oui, oui. Ouais, mais ça c'est stocké ça. En fait, quand vous regardez, quand on regarde, enfin, j'aime pas dire vous parce que je suis pas, enfin, j'essaie d'être exemplaire, mais je ne le suis pas. Quand vous regardez une vidéo sur Netflix, c'est stocké quelque part quand même. Et potentiellement, pour faire en sorte que vous l'ayez de meilleure qualité et plus rapidement pour pas que ça lag, certes, Orange vous a mis de la fibre partout, qui ne servait pas forcément à grand chose à la base. On pouvait faire plein de trucs avant, juste avec la DSL. Mais on va redonder la donnée partout pour faire en sorte que vous l'ayez vous plus rapidement, vous et moi. Donc on a bien vu qu'il y a seulement 10% de la donnée qui est réelle. 90% c'est juste de la réplication, alors pour des raisons de sécurité. Hein. Quant au VH crame, il y a 2 ou 3 ans là, à Strasbourg, il y a des boîtes qui ont coulé, enfin le monde de la PME principalement. Et c'est important de tous les aspects sécurité. Hein. On doit avoir, je ne suis pas spécialiste de la cybersécu, mais, ou de la sécu en tout cas, tout court, mais il doit y avoir au moins il y a trois piliers là, sur le sujet. Donc quelque part on paye déjà à l'usage. Sauf qu'on ne paye pas le bon niveau. On ne paye pas le bon niveau parce qu'on récupère notre donnée. Et ils se payent comme ça, eux, les fameux GAFAM. Tout est gratuit. Un Google Chrome, c'est gratuit. Bon, sauf qu'ils passent leur temps à nous piquer notre donnée. Et derrière, vous recevez de la pub qui, comme par hasard, correspond à ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez discuté 3 minutes avant sur votre téléphone. Donc le business, il est biaisé là. C'est pas la rentabilité, elle n'est pas juste sur le fait d'acheter un service ou ouais, un service. Eux, ils se payent pas comme ça. Si on devait vraiment payer ce qu'on consomme, ça coûterait une fortune. Et- Oui. Oui, oui. Alors il y a, hmm. Alors, il y a des abonnements aujourd'hui. Désolé, je vais pas tout saisir à la question. Il y a des abonnements qui existent de fournisseurs alternatifs, on va dire. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est en Bretagne, je crois, sur les abonnements téléphoniques, où il y a 0 giga. À vous de paramétrer votre téléphone pour pas consommer. La plupart de ce que vous consommez comme giga, là, c'est juste que vous avez oublié de paramétrer. Ça part tout le temps. Là, il y a la donnée qui part tout le temps et on a un peu pas trop configuré son téléphone. Et une fois qu'on a mis en place, j'ai mon collègue Stéphane là, qui est en Ariège, là, il fait ça, lui, il a un forfait 0 giga. Aujourd'hui, il le paye presque aussi cher que moi. Voilà. Si je veux acheter de l'électricité verte, je la paye plus cher. Donc si je veux acheter du bio, la farine bio, je la paye plus cher. Donc aujourd'hui, il faut mettre, voilà, quand on est convaincu, faut payer plus cher. Sauf qu'on est dans un élan de moins consommer, donc forcément, au bout d'un moment, on va rentabiliser. Mais je vous ai dit, voilà, donc ça existe, mais c'est très partiel. Et on a plutôt Orange, SFR et Bouygues qui nous vendent de l'abonnement à tour de bras. Et ils ont beau mettre du recyclé dans leur boutique, ouais, c'est juste parce qu'on leur a dit qu'il y avait la loi qu'il fallait le faire. Ils s'en fichent. Ouais. Eux, ils veulent vous vendre un abonnement sur 3 ans avec un téléphone que vous payez à crédit et que vous payez 3 fois. Je suis pas très gentil, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, alors, je vous ai parlé de la loi RIN tout à l'heure, qui vient juste d'être votée là, il y a 1 an et demi, et qui oblige tous les cursus scientifiques supérieurs à faire en sorte quelqu'un qui va faire du code, hein, du développeur, et Rensal, c'était mon métier à la base, le fasse de manière éco-conçue. Donc ça veut dire que avant 5 ans, à part quelques écoles, je crois qu'à Pau,
Il y a l'université d'Adour là, qui est plutôt très avancée sur le sujet. Sinon, à part quelques écoles comme ça, on ne prend pas encore en compte le sujet. Donc avant 5 ans, il ne va rien se passer, ou pas grand-chose. Sinon, des actions locales. Mais non, il se passe quand même des choses. Il y a un outil qui s'appelle la fresque du climat, que vous connaissez peut-être, qui est en train d'être dupliqué à grande échelle. Voilà, ils ont commencé par les ministres, là, ils ont volé pendant 2 heures pour leur expliquer ce que je vous ai dit en 30 secondes, moi, hein, les travaux du GIEC, etc. etc. Aujourd'hui, il existe un outil qui s'appelle la fresque du numérique. C'est pareil, ça dure 2 heures, on prend 12 personnes. Donc c'est de la sensibilisation, avec une première phase où on dit, bah voilà, ça va mal, hein, quand même. Et après, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Après, de manière automatique, il n'y a pas. Donc c'est plutôt des initiatives locales. Alors, ça peut être de l'associatif, ça peut être le professeur des écoles qui a conscience d'eux, ça peut être une mairie qui ouvre une maison de l'environnement et qui va développer l'aspect environnemental. Mais non, il n'y a pas. Y a pas. Après, quand on vraiment s'intéresse au sujet, ce qui est mon cas, sur LinkedIn, toutes les 30 secondes, j'ai un nouvel article qui tombe, d'un scientifique ou autre, et j'ai pas assez de temps pour tout lire. Donc le sujet, il est en train de prendre beaucoup d'ampleur, et nous, on a plutôt vocation à rassembler tout ça et d'en faire des méthodes pour faire avancer tout le monde. Mais j'ai pas la réponse à... Enfin, malheureusement, non. Sinon que... On est plutôt en train de mettre des portables dans les mains de nos enfants, de manière systématique, et, et que c'est compliqué de lutter. Voilà, voire impossible, sinon d'aller lever des chèvres dans le Larzac, mais voilà, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas pris cette voie-là, pas de suite encore. Voilà, donc, mais bon, moi je sens quand même qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Enfin, on- je donne beaucoup de formations. Voilà, je n'ai pas dit ce que je faisais, mais je fais du conseil, de la formation, de l'avant-vente, de la direction opérationnelle. Enfin, je fais un peu tout là. Je suis pas tout seul, mais on aime bien, on touche à tout. Voilà, quand je donne des formations, c'est pour dans le monde professionnel, on aborde forcément des sujets personnels. Au bout d'un moment, on arrive tout le temps sur l'histoire du téléphone. J'arrive pas, mon fils ou ma fille n'arrive pas à décrocher, le TikTok, voilà. Et ouais, aujourd'hui, il y a. Non, si, si, c'est vrai. On s'envoie un mail, voire même si on est dans le bureau d'à côté. Alors moi, je travaille tout seul chez moi maintenant, donc c'est pas pareil, mais et je suis plutôt content de voir des gens comme vous aujourd'hui, là, ça me fait du bien. Mais oui, c'est la société qui, voilà, on est un peu chacun pour soi et on nous a mis des outils dont on n'avait pas besoin, quoi. Le chat pour dire bonjour, on n'a pas besoin. L'exemple qu'on donne souvent à l'information, c'est en fait la plupart des gens n'éteignent pas leur PC le soir en partant. Bon, sauf qu'en veille, ils consomment le PC. Et pourquoi on ne l'éteint pas? Parce qu'il met longtemps à redémarrer le lendemain matin. Il met 10 minutes. Voilà. Moi, ce que je leur dis, ben, les 10 minutes que vous avez là, vous allez boire le café ensemble, là, ou le thé, ou ce que vous voulez, ou un verre d'eau. Vous dites bonjour, vous racontez votre soirée, le week-end, et vous allez mettre du lion. Bon, et là, il regarde avec la dernière formation que j'ai donnée, c'était un cabinet de conseil à Paris, là, et ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Et comme j'y vais assez cash, voilà. Donc, ouais, on a perdu ce lien, là. Mais parce qu'on nous a mis des outils, on n'en avait pas besoin. Et oui, le chat, il peut être bien dans certaines situations. Je suis en ligne avec un client, un fournisseur, un collègue, et j'ai besoin d'une réponse immédiate. Ok. Mais est-ce que l'immédiateté, ça nous a pas un peu perturbé? Je pense que si, moi, quand même. Ça... Et le manque d'information. On nous a pas dit, ouais, on nous a pas dit. Hmm. Mais parce qu'il y a des... Alors, il y a un truc qui s'appelle le lobbying à échelle internationale, euh, qui fait que on nous vend. Voilà, vous imaginez le business là, c'est en milliards, hein, enfin, et plus que des milliards. Donc plus on vous en vend, plus ils sont contents. C'est ça qui se passe. Voilà. Après, moi je vous dis pas, faut tout arrêter. Il y a plein de choses qui sont bien. La formation à distance, c'est chouette. Enfin, faire la visio, on peut faire voir, c'est la thématique, on va revenir sur la thématique quand même, mais la visio, ça a amené quand même beaucoup de choses. On évite de déplacer 15 personnes des quatre coins de l'Europe. Voilà,
Nous, par exemple, on se déplace qu'en train. Alors, exceptionnellement, je suis venu en voiture, moi, mais on se déplace qu'en train, on prend jamais l'avion. On se retrouve en Belgique, là, on nous a dit il faut aller en Roumanie. Et ok, mais vous avez peut-être besoin, on peut peut-être faire un truc en visio, quoi, ça peut marcher. Ou alors on va une fois en Roumanie et on forme des formateurs. Mais nous, on n'a pas vocation à se déplacer là en avion. Voilà, donc ça, il faut avoir un business model qui est différent. Quand je vous dis que je travaille pour une cause et pas pour un client, ça change tout. Voilà. Et, sauf que les business models, on peut pas les changer du jour au lendemain dans une boîte, hein. Si ceux qui vendent du service numérique arrêtent de produire des choses qui servent à rien, ils peuvent virer 50% des effectifs. Bon, mais on peut pas le faire. Faut être crédible, quoi. Ça. Donc ouais, il y a un manque d'information. D'où ma présence aujourd'hui, peut-être, je sais pas. On va stopper. Alors, juste un petit mot. Tout à l'heure, il y avait Yannick qui était en introduction. Moi, j'ai fait une table ronde il y a quelques mois à Toulouse. Lui, il était en conclusion et moi en introduction, donc c'était assez rigolo. Et lui, et à cette table ronde, c'était avec My Green Training Box, avec qui vous étiez en contact. Eux, ils sont en train de faire avec la société Hublot, et ils sont en train de faire des études sur l'impact de la formation spécifiquement. Donc moi je pense déjà à l'étape de l'année prochaine, ça a été dit tout à l'heure. Ça peut être intéressant je vais vous mettre en relation, c'est David, qui c'est un doctorant qui a travaillé sur ça, et ça peut être intéressant pour vous de voir. Voilà. Merci à tout le monde.